Salut! Comme vous savez probablement, il y a plusieurs lois qui touchent le monde du travail de différentes façons, que ce soit pour nos conditions de travail, pour la santé et sécurité, ou encore même pour l'équité salariale. Dans cette première capsule, j'aimerais ça qu'on aborde la loi par laquelle il est possible de nous syndiquer. Cette loi-là s'appelle le Code du travail. Je vais d'abord commencer par un petit historique. De où ça vient cette loi-là? En fait, on doit reculer loin dans le temps. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement syndical a vraiment pris un envol. La reprise économique à ce moment-là était difficile, puis les revendications des travailleurs étaient en augmentation. Les employeurs faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, puis on reconnaissait pas beaucoup en fait de droit aux travailleurs. On leur reconnaissait le droit de s'unir, mais l'union, elle n'avait pas de reconnaissance légale. Les employeurs, ils commencent tranquillement, de plus en plus, à reconnaître les bienfaits de la reconnaissance de ces droits-là des travailleurs. Puis que ça pourrait apporter aussi un certain succès à l'entreprise elle-même. Quand les employés sont plus heureux de travailler, ben, l'entreprise en bénéficie. L'employeur, à ce moment-là, il n'est pas obligé de négocier avec l'association quoi que ce soit, puis les règles et les lock-outs non plus ne sont pas réglementées. En fait, ils ne sont pas obligés de négocier parce que la loi elle-même ne reconnaît pas l'association. Les employeurs avaient donc un pouvoir vraiment complet sur l'économie industrielle à ce moment-là. Puis vient l'industrialisation. Les travailleurs se mobilisent de plus en plus et sont de plus en plus sensibilisés à la pensée syndicale dans laquelle la force du groupe contre un employeur commun, ben, ça apportait vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, de plus en plus, les employeurs ils commencent aussi à reconnaître les avantages de négocier avec un groupe plutôt que de négocier de homme à homme. La pression sociale était aussi grandissante là, pour que l'État reconnaisse ce pouvoir légal-là de l'Union, avec la pression sur le système de justice qui s'était fait de plus en plus important par rapport aux conflits de travail là, qui ont principalement rapport avec le sujet de la reconnaissance justement de l'Union. Donc, en 1924, on adopte la loi des syndicats professionnels. Cette loi-là reconnaît les associations, puis elle reconnaît aussi la validité des conventions collectives. Donc, de 1924, puis pour les 20 années suivantes, la convention collective s'applique à la volonté de l'employeur. Elle s'applique uniquement aussi aux membres du syndicat. Donc, par exemple, pour un même milieu de travail, on peut contenir plusieurs associations et des travailleurs non membres aussi, qui ont toutes et chacun des conditions de travail différentes. Ça crée évidemment une pression aussi sur les employeurs qui ne savent plus trop avec qui ils doivent négocier. Parce qu'il n'y a pas de représentativité dans la loi là, à ce moment-là. Les conventions collectives n'ont pas non plus la même valeur qu'un contrat par rapport à un contrat du Code civil à ce moment-là. Donc en 1944, la loi sur les relations ouvrières est adoptée. De un, pour pallier à l'accréditation puis au mode de négociation qui n'était vraiment pas adéquat. Puis, on y intègre aussi le concept de représentativité de la majorité. Pour être accrédité, en 1944, on doit déjà à ce moment-là représenter 50% plus 1 des travailleurs qui sont sous l'accréditation pour un même établissement. Ce qui est important de rappeler là, que c'est vraiment par établissement à ce moment-là que les accréditations ont lieu. Il y a plusieurs autres lois aussi par rapport au monde du travail qui ont été adoptées là, parallèlement à celle-là, puis elles ont toutes été amendées à plusieurs reprises. Ça devenait de plus en plus difficile pour les travailleurs de se retrouver parmi toutes ces lois-là. Entre autres, en 1960, on a intégré la sécurité syndicale à la loi sur les relations ouvrières en interdisant aux employeurs le droit de congédier un travailleur pour son action syndicale. Bref, en 1964,
il y a une refonte complète de toutes ces lois-là du monde du travail, puis une mise à jour des lois qui nous amène le Code du travail tel qu'on le connaît plus ou moins aujourd'hui. Au fil des ans, effectivement, depuis 1964, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées, principalement au niveau de la structure administrative. Pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est le tribunal administratif du travail qui s'occupe des dossiers en lien avec cette loi-là. Le Code du travail, il ne s'applique pas à tous les travailleurs, en fait, à tous les salariés. Comme n'importe quelle loi, il y a son champ d'application spécifique. Dans cette loi-là aussi, on décrit tout ce qui est par rapport à la procédure pour l'accréditation, la négociation, les arbitrages, entre autres. Donc, c'est quoi un salarié au sens du Code du travail? En fait, c'est une personne qui fournit une prestation de travail sous la subordination d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération. Donc, supposons que cette loi-là, elle ne s'appliquerait pas à des cadres ou à des représentants de l'employeur, ne pourraient pas se syndiquer sous cette loi-là. Ça ne pourrait pas non plus s'appliquer à des bénévoles parce qu'ils ne reçoivent pas de rémunération. Par contre, quand on est en grève ou en lock-out, la loi continue de s'appliquer parce que c'est des mesures qui sont incluses dans cette loi-là, même si on ne reçoit pas de rémunération comme telle. Il y a aussi d'autres exclusions qui sont, comme je le disais, basées sur les conflits d'intérêts, comme pour les cadres, par exemple. Mais il y a aussi des domaines d'emploi plus spécifiques qui sont exclus de la loi. Par exemple, la construction sont exclus parce qu'ils ont leur propre loi à eux pour s'unir. Les ressources de type familial aussi ont une loi spécifique à eux qui a été adoptée juste en 2009, en fait. Là. Donc, ça fait pas longtemps que les ressources ont le droit de s'unir elles aussi. Puis il y a des gens aussi qui ne font pas partie de cette juridiction-là. Par exemple, ceux qui travaillent sous la juridiction fédérale, comme les meuneries, les aéroports ou tout ce qui est transport de marchandises interprovincial ou international, ça ne fait pas partie du Code du travail du Québec. Ils ont leur propre code fédéral à eux, le Code canadien du travail. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, puis dans les prochaines capsules, on explorerait d'autres sujets qu'aborde le Code du travail, entre autres, par rapport à la sécurité syndicale et tous les autres chapitres, en fait, de cette loi-là. On va tous les aborder un à un dans différentes capsules. Puis gênez-vous pas, si vous avez des recommandations de sujets à nous faire parvenir, ça va nous faire plaisir d'aborder n'importe quel sujet via des capsules vidéo comme ça pour vraiment vous parler globalement d'un sujet, là, mais on pourrait aller plus spécifiquement aussi selon vos demandes. Donc gênez-vous pas et au plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule.